Bienvenue à une nouvelle session de sagesse du dimanche. Dans cette session, nous poursuivons le thème de l'attachement et cela fait partie de la série où nous parlons du contenu du livre. La chute de l'intellect humain par Swami Partha-Sarati. L'idée de la conférence d'aujourd'hui est basée sur les nombreuses questions et remarques ainsi que les questions que certains d'entre vous m'ont envoyées. Notamment à propos de la parentalité, et c'est un sujet intéressant car il ne s'agit pas seulement de l'attachement des parents envers les enfants, c'est celle à laquelle nous pensons, mais il y a aussi celle plus inhabituelle dont on ne parle pas assez. Qu'en est-il de l'attachement des enfants envers les parents? Surtout pour beaucoup d'entre vous dont nous connaissons la situation et avec qui nous sommes familiers. Comment gérer le vieillissement des parents lorsque les rôles s'inversent et que les parents deviennent dépendants des enfants? Nous allons donc partager quelques thèmes et idées qui sont basés sur ces principes anciens du Vedanta. Et l'idée de ces sessions est d'abord de recevoir le principe, essayons de saisir l'esprit du principe. Et ensuite, voyons quel aspect ou comment nous pouvons l'appliquer d'une certaine manière à notre relation particulière. Alors, c'est parti. Le premier point et le titre d'aujourd'hui, c'est « Aimer sans attachement ». À quoi cela ressemble-t-il de la part d'un parent envers un enfant? Et à quoi ressemble l'amour sans attachement de l'enfant envers le parent? L'amour est une qualité positive. C'est une émotion positive et elle rapproche les gens. Donc, s'il y a de l'amour dans une famille, on peut s'attendre à de l'harmonie, à une atmosphère de croissance, une atmosphère d'indépendance. Cependant, l'amour n'est pas le problème. Et lorsque nous parlons de détachement, nous confondons l'attachement avec l'amour. C'est là que les relations se corrompent, parce qu'il ne fait aucun doute qu'il y a de l'émotion et de l'affection, mais lorsque l'amour est pollué par l'égoïsme, il s'exprime sous forme de contrôle. Ainsi, au lieu de l'indépendance que l'amour apporte, on obtient la dépendance de l'attachement au lieu du soutien. Et avec toute la considération que l'amour peut nous apporter, nous nous sentons vraiment encouragés. Une relation d'emprisonnement. Nous encourageons une dépendance. Nous encourageons une possessivité. Le sentiment de domination sur la personne. Et alors que l'amour est l'acceptation de la personne et de sa nature, l'attachement consiste à imposer des attentes irréalistes à cette personne. Nous voulons de l'amour dans les relations. Lorsque nous revenons à l'équation de l'attachement, l'amour est positif. Mais lorsque l'égoïsme s'immisce dans la relation, et nous avons vu lors de la dernière session comment le diagnostiquer, exactement ce que nous avons abordé, en termes de dépendance, de possessivité et d'attente irréaliste, alors cela devient de l'attachement. Voici donc les symptômes qui nous permettent de voir laquelle de nos relations passe du côté de l'amour à celui de l'attachement. Et que devons-nous faire pour revenir à l'amour? Réduire l'égoïsme, réduire la dépendance, réduire le contrôle, les instructions et réduire l'imposition de nos valeurs, de nos besoins, envies, désirs sur cette personne. Comment? Réduisons-nous l'attachement? Quelqu'un? Ceci est valable en général, mais aussi particulièrement dans la relation entre parents et enfants. Comment réduisons-nous tout attachement? La réflexion. D'accord. Cela permet donc de prendre conscience. Et c'est un bon point de départ. Parce que, comme nous l'avons mentionné, si nous pensons que notre relation va bien, que j'aime mon enfant, en fait, je suis un si bon parent. Mon enfant ne peut pas vivre sans moi. Quel âge a votre enfant? 45 ans. Ce n'est pas sain. Donc oui, d'abord la prise de conscience et la réflexion. D'accord, quoi d'autre?
Les limites. Les limites, oui. Aucune attente. Aucune attente. Vous aimez simplement sans aucune attente. Aimer sans aucune attente? En fait, l'attente est un sujet intéressant. Parce qu'avec l'attente, on dit qu'il est normal d'avoir des attentes, mais elles doivent être basées sur la réalité, pas sur une idée que vous vous faites de la personne. Donc l'attente est acceptable, mais elle doit être raisonnable. Par exemple, je peux m'attendre et je vous parle depuis Aruba. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par l'un des étudiants de nos sessions Sunday Wisdom ici, qui partage le sujet avec sa communauté et son pays. Et je peux m'attendre à ce qu'Aruba ait un climat assez constant tout au long de l'année. Donc, je peux m'attendre à du soleil et un peu de vent demain. Je peux m'y attendre parce que c'est basé sur les tendances météorologiques, sur les prévisions météo, c'est réaliste. C'est la même chose avec les gens. En fonction de leur nature, nous pouvons avoir des attentes. La partie qui nous libère de l'attachement, et cela devrait être notre point de départ, c'est avons-nous un objectif supérieur auquel nous attacher? Et ce que nous faisons, c'est que lorsque nous avons un enfant, nous en faisons notre identité, nous en faisons le but de notre vie. Mais rien dans ce monde extérieur, aucune relation ne peut jamais être permanent. Donc, sans aucun doute, à un moment donné, l'enfant doit vous quitter, que ce soit sous la forme de la croissance, de la vie, ou peut-être aussi sous la forme de la mort, de la séparation. Donc, si vous faites de vos enfants le but ultime et la finalité absolue de votre vie entière, nous nous préparons inévitablement à un attachement profond et complexe envers ces enfants. Alors, commençons tout d'abord par ceci. Au fond, quel est donc exactement notre rôle en tant que parents, selon vous? Parce que souvent, nous ne le définissons pas, et parce que nous ne le définissons pas, nous avons tendance à commettre des erreurs. Du côté de l'intervention, de l'ingérence, du contrôle, de l'attachement. Donc, en activant notre intellect, en nous demandant quel est mon but en tant que parent. Quel est mon rôle ici? Pendant cette étape de la vie, le fait d'avoir amené un enfant dans ce monde rend cela plus clair. Et cela nous permet aussi, comme cela a été évoqué, de fixer nos propres limites et de les aider à fixer les leurs. De savoir où nous créons de la dépendance et où nous favorisons l'indépendance. Alors, inspirons-nous de la nature. Quand on observe le règne animal, on remarque que les animaux, lorsqu'ils sont jeunes, les parents sont extrêmement protecteurs. Et cela a du sens, car les petits, les veaux, sont complètement dépendants de la mère, du père, des parents. Et à cause de cette dépendance, il est évident qu'une protection supplémentaire est nécessaire. Parce que c'est à ce moment-là que l'enfant ou les protégés peuvent être exploités, soit attaqués par des prédateurs. Et c'est la même chose chez les êtres humains. Donc, on voit dans la nature, il y a beaucoup de protection au début. Mais ensuite, à mesure qu'ils grandissent, l'animal parent commence à transmettre des compétences. Comment chasser, comment se nourrir, où chercher de la nourriture, comment détecter le danger, etc. Il commence donc à transmettre toutes ces compétences jusqu'à... Et chose intéressante, il arrive un moment où le tigre, ou quel que soit l'animal que nous observons, devient indépendant. Et une fois indépendante, elle devient presque indifférente. C'est au revoir. Tous mes vœux. Je t'ai formé. Compétences transmises. Sors, vis ta vie. Sois fier et crée ta meute. Tous mes vœux. Dites-moi à quel point est-ce dur. Non, non, non. Il y a un rôle à jouer. L'idée de nature est destinée à être perpétuée par la génération suivante. S'approprier tous les traits caractéristiques de cette famille et les faire évoluer, les exprimer, les vivre pleinement. Et c'est ce que l'on observe dans le règne animal. Il y a donc 3 phases. Au début, protecteur. Au milieu, une formation pour devenir indépendant. Et une fois indépendant, lâcher prise.
Maintenant, chez les êtres humains, nous avons aussi ces instincts et beaucoup d'aspects venant des animaux que nous pouvons adopter, dont nous pouvons tirer des leçons et d'autres aspects que nous pouvons faire évoluer. Nous avons la capacité de raisonner. Mais parce que nous n'utilisons pas l'intellect, nous nous attachons et nous voulons retenir. Nous voulons garder cet enfant, un enfant, tout au long de sa vie. Nous apprécions la dépendance, nous aimons recevoir des appels, nous aimons donner des conseils et nous n'enseignons pas les compétences pour l'indépendance, l'étape intermédiaire, et nous ne lâchons pas prise. Le rôle d'un parent est de rendre l'enfant indépendant. Qu'est-ce que cela signifie pour un être humain d'être indépendant, de pouvoir affronter et rencontrer le monde? C'est développer l'intellect, gérer l'esprit, s'adapter aux situations, aux défis, aux différents stress qui surviennent. Et lorsque ces défis se présentent comme ils le doivent, c'est la nature de la vie. L'enfant est prêt, préparé pour la vie. Maintenant, il y a eu un article récent paru dans le journal The Times of India qui évoquait justement le fait que la génération Z amène désormais ses parents sur le lieu de travail pour passer les entretiens. Pour négocier le salaire, pour avoir des conversations difficiles, pour demander une promotion, pour dire s'ils n'aiment pas un aspect particulier. Ils amènent leurs parents. Pouvez-vous imaginer le point de vue du recruteur? Le recruteur est là, ou la personne des ressources humaines est là, ou le collègue senior est là, et la personne a demandé un rendez-vous avec vous. Et ils entrent, laissent la porte ouverte, et derrière eux suivent les parents. Avons-nous créé l'indépendance? Certains sont attachés à l'idée d'avoir un enfant même avant d'en avoir un. Alors, quand nous regardons l'attachement lui-même, devenir parent, c'est comprendre qu'avant d'avoir un enfant, j'étais une personne. Donc, mon identité existait déjà avant. Ce ne sera qu'une étape de ma vie, ce sera l'un des rôles que je joue. Et quand ils iront à l'université, quand ils auront un emploi, fonderont leur propre famille, ils auront leur indépendance. Donc, il y aura un moment où, à nouveau, je serai ne plus être aussi actif dans ce rôle, ou bien le rôle prend une autre tournure. Donc, je me prépare à ce changement. J'ai une vision plus large sur la toile de ma vie. Cela me permet de rester détaché. Le pire, c'est que nous voulons que cela dure pour toujours. Nous pensons que cela va durer pour toujours. Et même avant d'avoir des enfants, nous formons déjà des idées, nous créons des attachements. Une femme a accouché. Le mari attend, tellement excité, premier enfant, il attend devant la maternité. Et il y a un espace vitré où l'on peut voir tous les bébés qui sont amenés après l'accouchement. Et ils sont placés dans ces chariots en verre. Et il attend là, attendant son tour pour voir le bébé. Et une infirmière arrive, lui tape sur l'épaule et dit « Félicitations, votre fille est à droite. » Il tourne alors son attention et regarde ce petit paquet. Et c'est vraiment un petit paquet. Donc, malgré le mythe populaire, quand les bébés viennent de naître, ils n'ont pas encore atteint leur mignonnerie. Ils ne sont qu'un tas de plis et ne sont pas encore vraiment attirants. Mais ils regardent ce petit paquet de plis, cette toute petite chose, et les émotions montent et il dit « Oh, ma chérie, je vais prendre soin de toi. Je vais te lire des histoires avant de dormir et je t'apprendrai à faire du vélo, je t'apprendrai à faire du roller et je t'emmènerai à des cours de danse classique. » Et il continue et on voit toutes ces idées qui s'accumulent dans sa tête. Je t'emmènerai à ton bal de promo, je t'y déposerai et je ferai un discours émouvant le jour de ton mariage. Toutes ces idées affluent et les émotions prennent le dessus sur lui. Et l'infirmière voit cela, puis elle regarde où se porte son regard. Et encore une fois, désolé de vous déranger, mais ce n'est pas ce bébé-là, c'est celui de la rangée du haut.
Que deviennent toutes les émotions qui allaient vers ce petit paquet? Elles disparaissent immédiatement et sont transférées. On recommence avec le nouveau petit paquet. Et c'est ce que nous faisons avant même que l'enfant ne soit né. Nous projetons des attentes sur ce que l'enfant va être, sur ce que nous allons faire avec lui. Et cela nous prépare à l'attachement. Bien sûr, planifier est important, mais cela est différent de l'attachement et des attentes. Parce que lorsque nous faisons cela, notre esprit commence à s'emballer. Il y a de l'anxiété et une façon dont nous aimerions élever l'enfant. Mais tout cela se produit indépendamment de la véritable nature de l'enfant. Tous ses grands rêves et ses plans. Avez-vous consulté l'enfant? Êtes-vous sûr que l'enfant veut se marier? Êtes-vous sûr que l'enfant aime le sport? Êtes-vous sûr que l'enfant veut faire des affaires? Veut-il ou elle devenir comptable ou médecin? Alors prenons un peu de recul. Nous détachons. Et le détachement ne signifie pas l'absence d'émotion, cela signifie le véritable amour. Cela signifie aimer sans attachement, sans contrôle. Et aspirons à ce que l'enfant vienne sous notre responsabilité. Nous devons donc prendre soin de l'enfant. Si nous sommes attachés, nous faisons l'erreur de supposer que nous sommes propriétaires de l'enfant plutôt que ses gardiens. Et peut-être que ce changement dans la relation, et c'est là que la puissance des mots est si précieuse, si utile. Nous ne sommes pas des propriétaires. Ils ne sont pas vos possessions. Notre relation avec nos enfants est davantage celle d'un gardien, d'un dépositaire. Khalil Gibran l'exprime magnifiquement. Il dit « Vos enfants ne sont plus vos enfants. » Ce sont les fils et les filles de la vie, se désirer soi-même. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient encore avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Khalil Gibran. Quelle vision de la parentalité? Notre rôle est de capter cette force vitale qui vous traverse et non de la recueillir de vous. Nous n'en sommes donc pas propriétaires et il s'agit de laisser cette force vitale suivre sa propre voie. Notre rôle est simplement de guider. Pas de façonner, pas de mouler. Car pourquoi disons-nous cela? Dans chaque vie, il y a deux forces à l'œuvre. La première, c'est la nature, c'est ce que veut dire Khalil Gibran. Chaque personne arrive avec une nature déjà définie. Ils ont leur personnalité. Et en Vedanta, on appelle cela nos vasanas. Les vasanas sont les graines de notre personnalité. La raison pour laquelle nous pensons comme nous pensons, pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, pourquoi nous sommes attirés par certaines choses et pas par d'autres. C'est à cause de nos vasanas. Et nous arrivons déjà dans ce monde avec ces vasanas. C'est la partie liée à la nature. Mais la deuxième partie sur laquelle la parentalité et l'éducation peuvent grandement contribuer et influencer la nature. Influencer la vie de cet être, c'est la partie liée à l'éducation, nurture. Et la partie liée à l'éducation, nurture, c'est l'environnement. Ainsi, tout comme la nature correspond à vos graines, la partie nurture correspond au type de sol qui leur est offert. Quel type d'eau utilisez-vous? Est-ce que vous l'arrosez tout court? Vous pouvez arroser une graine et elle s'épanouit dans cet environnement. Vous pouvez ne pas arroser une autre graine. Elle ne se porte pas aussi bien. Mais tout cela dépend principalement de la nature de l'enfant. C'est la relation de cause à effet. Mais mettre en place le bon environnement et la bonne structure garantira que ces aspects de la nature de l'enfant s'épanouissent. Notre rôle en tant que parents, c'est la partie nurture. Donc, nous prenons les aspects positifs et nous nous disons « je ferai de mon mieux pour accompagner cet être ». Mais je comprends aussi, il a sa propre nature. Je ne peux pas imposer ma propre nature.
Je ne peux pas imposer, j'ai toujours voulu être nageur et je n'ai jamais eu l'occasion de nager, et maintenant je vais imposer la natation à mon enfant. Sans aucun doute, le sport, la santé, la forme physique sont généralement bénéfiques pour le bien-être de l'enfant et son développement futur. Mais combien d'heures par jour est-ce que cela doit devenir leur carrière? Et c'est là que notre responsabilité en tant que tuteur est d'aider l'enfant à trouver sa nature, son swadharma, ses vasanas. Aidez-les à la découvrir et à l'encourager plutôt que d'essayer de construire et d'imposer une nouvelle nature. L'autre aspect, c'est que, d'accord, il y a une partie où nous essayons d'imposer nos points de vue, mais il y a aussi celle où nous sommes tellement déçus. Quand, malgré tous nos efforts, l'enfant ne s'épanouit pas, et oui, c'est à cause de la nature. Si vous avez tout fait correctement et que l'enfant ne s'épanouit pas dans ce domaine particulier, que ce soit les études, le sport, cela peut simplement ne pas correspondre à la nature de l'enfant. Et ce que cela fait, c'est que cela enlève l'anxiété liée au rôle de parent. Si nous l'abordons de la bonne manière, cela n'enlève pas la responsabilité. Cela enlève l'anxiété. Nous ne pouvons pas contrôler le destin de cet enfant. Nous ne pouvons pas contrôler ce que l'enfant deviendra, ce que l'enfant fera. Tout ce que nous pouvons faire, c'est donner les bases, offrir le soutien et laisser cette force vitale poursuivre son chemin. En chemin, si nous pouvons transmettre les compétences que nous avons acquises, tant mieux. Maintenant, comment transmettre ces compétences? C'est l'autre conflit dans la parentalité. Un aspect que nous avons appris d'un de nos amis lors de nos voyages, c'est qu'ils ont adopté le Vedanta et se sont demandé, d'accord, comment encourager l'indépendance? Et surtout, nous sommes aisés, nous menons une vie confortable. Comment puis-je m'assurer que je ne rends pas mon enfant dépendant du confort que je lui ai offert et de la richesse dans laquelle il est né? Comment faire pour ne pas les rendre dépendants de cela, puisqu'ils vont vivre leur propre vie? Et que se passera-t-il s'ils ne peuvent pas se débrouiller sans ces conforts et s'ils ne savent pas gérer leur richesse parce qu'ils ont tellement l'habitude que moi, mon partenaire, fassions tout pour eux? Alors il y a réfléchi. Et je pense qu'il devrait y avoir un forum, et peut-être que c'est ce forum-ci, où nous pouvons discuter d'idées pour améliorer notre façon d'éduquer, pour rendre les enfants indépendants, parce que ce sont des perspectives différentes. Et nous devons l'adapter à l'enfant que nous avons en face de nous. Et voici la technique qu'il a trouvée. Donc, quand l'enfant avait 13 ans, il a demandé à l'enfant, « À ton avis, combien tu me coûtes ?» Et l'enfant a répondu, « Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, il s'agit d'une fille. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Non, à ton avis, combien est-ce que je dépense pour toi chaque année? Je ne sais pas, papa, pas beaucoup. Je suis un enfant tellement gentil. J'ai dit, d'accord, je veux que tu y réfléchisses. Note-le. Trouve les montants. C'est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Tes frais de scolarité. Quand tu sors. Quand tu veux un coach particulier. Et fais la liste de tous ces éléments. Calcule le total. Reviens me voir. Alors elle a fait l'exercice. Elle est revenue et elle a montré le montant. Et le père a dit, c'est tout. Elle a dit, oui papa, c'est ça. J'ai trouvé le prix des cours et de mon forfait mobile. Voilà ce que c'est. Il a dit, d'accord, alors je vais te donner ce montant en versement mensuel. Et cela sera ton argent de poche pour le mois, pour payer toutes tes factures, pour couvrir toutes tes dépenses. Si tu n'en as plus, ne reviens pas me voir. La fille a dit, attends papa, attends, je n'ai pas bien réfléchi à tout ça. Puis la fille est allée vérifier avec sa mère. Maman, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et alors elle a dit, oui, bien sûr. Chérie, par exemple, quand tu sors et que tu as besoin d'acheter une tenue pour une fête, d'où viens-tu chercher cet argent? Alors elle a ajouté cela, sortie, tenue.
Et si tu vas au cinéma puis que tu dînes avec des amis, d'où vient cet argent? Elle note tout cela. Et bien sûr, elle a oublié quelques éléments. Et le père n'a pas l'intention de punir, ce n'est pas un avare du tout, mais c'est pour apprendre à gérer ses finances. Et il a commencé à mettre cela en pratique. Et la fille a commencé. Puis, quand elle a eu 16 ans, et je me souviens que l'une des conversations était à 16 ou 18 ans, selon le pays, elle a commencé à conduire. Et elle me disait que, vous savez, il lui faut environ 10 minutes pour marcher jusqu'à l'université après s'être garée. Alors j'ai demandé, n'y a-t-il pas un parking plus proche de l'université? Et elle répond, non, celui-là est trop cher. Donc je me gare là où le tarif est moins élevé et ça me fait économiser beaucoup. Et ensuite, je peux utiliser cette somme pour regarder la réflexion à 16 ans. Maintenant, je dis, c'est une façon d'apporter de l'indépendance. Lorsque nous donnons une instruction ou lorsque nous lançons une menace ou lorsque nous imposons une règle, cela n'autonomise pas l'enfant. Cela ne développe pas l'intellect pour qu'il puisse gérer son esprit, gérer sa vie. Donc, ils suivent ou font cette chose à cause de la menace ou à cause de la récompense. Ils n'ont pas intégré cette valeur pour eux-mêmes. Donc, une fois qu'ils vous quittent ou que pour une raison quelconque que vous n'êtes pas là, la valeur disparaît. Alors, comment s'y prendre pour les inciter à se l'approprier? Et c'est là que le questionnement et le fait de les amener à prendre des décisions eux-mêmes, plutôt que de décider à leur place, plutôt que de faire le processus de réflexion à leur place, les amener à réfléchir et à arriver à une conclusion, c'est ainsi que nous développons l'intellect. Bien souvent, l'approche adoptée par les parents s'avère malheureusement inefficace pour deux raisons précises. La première, c'est que le piège classique est le double défaut majeur de tout leader. C'est que nous avons cette tendance à donner beaucoup, beaucoup trop de conseils non sollicités. Des conseils constants, des instructions, des discours de motivation, mais à chaque fois absolument que nous essayons de dire quelque chose d'important à l'enfant, nous perdons progressivement un peu de notre influence. Mais alors vous dites, n'est-ce pas justement le rôle des parents? Le rôle des parents n'est-il pas de leur dire sans relâche quoi faire? Non, ce n'est pas ça, le rôle des parents. D'accord, quand ils sont petits, oui, il faut diriger et il faut protéger. Mais tout au long, surtout une fois que l'intellect commence à émerger chez l'enfant, il faut expliquer, passer en revue les choses en détail. Et essayer de faire en sorte que cela vienne d'eux, pour qu'ils vous posent des questions au lieu que ce soit vous qui leur disiez quoi faire. Voilà pour le premier point. Il y a donc tellement de conseils donnés que ces instructions constantes les poussent soit à vouloir se rebeller, soit à se refermer. Ils n'ont plus envie de s'impliquer et ont l'impression de déjà tout savoir de ce que le parent a dit. Donc tout ce qui va dans ce sens, ils n'en peuvent plus. Ils se ferment, ils n'écoutent plus. La deuxième erreur, c'est de ne pas montrer l'exemple. Et cela, ne pas montrer l'exemple, c'est en fait l'effet inverse de ce qui se passe à la naissance, car à ce moment-là, ils cherchent justement un exemple à suivre. Mais à cause des instructions, on enlève leur réceptivité, on leur enlève l'envie d'imiter, de nous copier, et finalement, nous ne donnons même pas le bon exemple que nous leur suggérons de suivre. Alors imaginez qu'on dise aux enfants d'être ponctuels, d'être à l'heure, de se concentrer sur leurs études, et que nous-mêmes, nous ne sommes pas concentrés, que nous sommes sur le téléphone à table, le parent qui prend des appels pendant les repas. Donc nous donnons le ton à l'enfant. Et ensuite, nous demandons à l'enfant de ne pas avoir son téléphone lorsqu'il étudie. Ne pas envoyer de message quand tu me parles, sans réaliser l'exemple que nous donnons. Donc, quand il s'agit d'instruction,
Léon Tolstoï dit, c'est une citation de Léon Tolstoï. Je suis assis sur le dos d'un homme en train de l'étrangler. Et je le fais me porter tout en m'assurant, ainsi qu'aux autres, que je suis désolé pour lui et que je souhaite alléger son fardeau par tous les moyens possibles, sauf en descendant de son dos. Et Swamiji, l'auteur de La chute de l'intellect humain, modifie quelque peu cette citation, il la revisite et il dit « Mon conjoint et moi, donc un langage similaire, montons sur le dos de nos enfants, les écrasant sous le poids de nos attentes et de nos instructions. » Et pourtant, nous nous assurons, ainsi que les autres, que nous sommes désolés pour eux. Pauvres enfants, et nous souhaitons alléger leur fardeau par tous les moyens possibles, sauf en descendant de leur dos. Nous ne réalisons pas le poids que nous mettons sur les enfants. Alors, si nous ne sommes pas en train d'instruire, qu'est-ce que la parentalité? Comment influençons-nous? Comment guidons-nous? L'exemple. Menez la vie, rendez-la attrayante. La Bhagavad Gita dit, rendez toutes vos actions attrayantes. Quoi que fasse la personne supérieure, les autres suivront. Abraham Lincoln, il n'y a qu'une seule façon d'élever un enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et c'est d'emprunter soi-même ce chemin. C'est ça. Nous montrons la voie. Donc si nous pouvons aller vers le leadership par l'exemple et moins par l'instruction, nous serons plus efficaces. Et cela vaut pour tout type de leadership. Vous pouvez l'adopter du point de vue d'un PDG, mais surtout du point de vue d'un parent. Oliver Goldsmith dit « Vous pouvez prêcher un meilleur sermon avec votre vie qu'avec vos paroles. » Alors, à quoi ressemblerait l'éducation parentale basée sur ces principes? Ce serait mené par l'exemple, en minimisant autant que possible les instructions. Essayez, une fois qu'ils sont adolescents ou adultes, de ne pas intervenir. À moins qu'il ne s'agisse de quelque chose de catastrophique, de vie ou de mort, laissez la vie leur enseigner et soyez disponible pour qu'ils puissent venir vers vous. Soyez une ressource. Mais nous coupons notre accessibilité par trop d'instructions. Choisissons nos batailles. Lesquelles sont importantes? Et si jamais ils viennent nous demander conseil, certains d'entre nous penseront « Mon Dieu, Sudhakar m'en a parlé, j'ai essayé, j'ai attendu 3 mois, je n'ai rien dit. » Je les vois prendre un mauvais chemin. Je les vois choisir un mauvais partenaire, une mauvaise petite amie, un mauvais petit ami. Je n'ai rien dit. Pratiquez le Vedanta. Et à l'intérieur, vous êtes tellement frustré. Et puis l'enfant vient vers vous après 3 mois parce que vous n'avez rien dit. Il dit, « Maman, papa, est-ce que vous avez un avis? Qu'en pensez-vous? Je pensais à faire cela. » Et il a dit, « Oh mon Dieu, merci, j'attendais cette occasion et vous la saisissez. Et pendant 2 heures, vous déversez tout ce que vous avez en tête. » Et maintenant, l'enfant est confirmé dans son idée. Je n'aurais pas dû t'en parler. Je n'aurais pas dû venir te voir. Soyez hésitant. Demandez à l'enfant, qu'en penses-tu? Quel est ton raisonnement? Et si jamais, dans nos conseils, questionnez. Parce que l'enfant ne tire aucun bénéfice de vous. Court-circuitez le processus de réflexion et donnez la réponse. C'est à eux de travailler sur leur propre processus de réflexion, ce que nous pouvons aider à faire s'ils viennent vers nous, en les questionnant, en les aidant à clarifier ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent. Et il ne s'agit pas d'avoir un objectif précis, un résultat que je veux, mais de voir si l'enfant fait preuve de la diligence nécessaire. De cette façon, nous pouvons être un soutien. Et lorsque l'enfant devient indépendant, il faut lâcher prise. Va et vis ta vie. Et le problème, c'est que lorsque nous vieillissons, c'est à ce moment-là que nous voulons un retour sur investissement. En fait, certains ont des enfants en se demandant « Qui va s'occuper de moi quand je serai vieux ?» Mais avez-vous signé un contrat avec votre enfant? Votre enfant est-il au courant de cette attente? Et si l'enfant n'est pas au courant de cette attente et que vous l'attendez sans la recevoir, c'est la chose la plus triste à voir.
ou vous attendez que l'enfant ou les enfants viennent s'occuper de vous, parce que l'idée est que vous vous êtes occupé d'eux. Mais c'est vous qui avez choisi d'avoir des enfants, eux n'ont pas choisi de s'occuper de vous en vieillissant. Alors encore une fois, préparons-nous à leur départ, que ce soit pour l'université. Ainsi, ce rôle ou ce temps qui était occupé par les enfants, ayons notre prochain projet prêt. Et en vieillissant, prévoyons d'être indépendants. Comment pouvons-nous vivre d'une certaine manière sans attendre d'aide de la part des enfants? Et l'ironie, c'est que c'est à ce moment-là qu'ils viennent t'aider. C'est là qu'ils viennent t'aider. Maman, tu as besoin de quelque chose? Papa, ça va? Mais il faut viser l'indépendance. Donc, en tant que parents, il s'agit de faire de notre mieux. En ce qui concerne l'éducation et en laissant le reste, bonne chance. Bonne chance. Ce n'est pas la fin du cours, c'est l'état d'esprit à avoir envers l'enfant. Va et vis ta vie. Si tu as besoin de nous, appelle-nous. Maintenant, qu'en est-il du rôle de l'enfant envers le parent? Pour l'enfant, c'est plus difficile car il n'a pas l'intellect à la naissance. Donc, il est complètement dépendant du parent. Et quand on est avec le corps et l'esprit développe sans aucun doute les émotions et l'attachement, immédiatement. Vous êtes les premières personnes qu'il voit. Ainsi, l'enfant développe naturellement un attachement, une dépendance envers les parents. Et lorsque l'intellect se développe, l'attachement est déjà là. On ne peut donc pas reprocher à l'enfant d'être attaché à ses parents à cause de la dépendance qui existe dès la naissance. Mais il y a tellement de souffrance du point de vue de l'enfant. Imaginez que vous naissiez prisonnier. Dans le livre L'Holocauste de l'attachement de Swamiji, il explique comment nous naissons en captivité. Nous sommes déjà emprisonnés par notre nature. Par exemple, nous naissons avec des talents particuliers ou des faiblesses particulières. Donc cette nature, c'est déjà présente, le genre est déjà déterminé. La famille est déjà là. Alors maintenant, tu nais et tu as les gardiens, papa et maman, qui te disent quoi faire. Donc, au départ, ce livre sur l'attachement a été écrit pour que les enfants puissent survivre à l'attachement de leurs parents et en sortir sains d'esprit. Mais Swamiji s'est rendu compte, en écrivant le livre, que les enfants n'allaient pas l'acheter eux-mêmes. Les parents vont acheter le livre. Donc, d'accord, nous devons travailler sur le lien d'attachement des parents et, espérons-le, ils le transmettront aux enfants. Et voici le conseil que je donne aux enfants. Nous sommes dépendants dès notre naissance. Donc, suivez les conseils. Comprenez la dépendance au moins jusqu'à 18 ans, ou au moins jusqu'à ce que vous soyez vous-même dépendant. Prenez la base, apprenez les leçons. Suivez les règles parce que vous êtes dépendant. Et puis, au fur et à mesure que vous développez votre dépendance, continuez à acquérir des compétences, que ce soit auprès de vos parents, à l'école, auprès d'autres membres de la famille ou du monde. Il existe tellement de sources pour apprendre différentes compétences. Une fois que vous êtes indépendant, sortez et vivez. Cela ne veut pas dire rejeter les parents. Cela ne veut pas dire affirmer votre individualité en effaçant votre passé. Mais c'est la maturité qui fait que vous ne dépendez plus des parents, financièrement, émotionnellement, intellectuellement. Donc encore une fois, nous prenons le meilleur de l'éducation et de l'instruction, des reproches, de la volonté de façonner. Nous comprenons que cela vient de l'attachement et que cela part d'un sentiment d'amour. C'est de l'amour, c'est juste que l'égoïsme s'y glisse parfois. Ce n'est pas grave. Maintenant, si nous ne comprenons pas le rôle de l'enfant envers le parent, la dépendance s'installe. Nous déléguons notre réflexion aux parents, nous leur confions la prise de décision. Nous ne suivons pas notre propre nature, nous suivons celle des parents. Et cela mène à la frustration, cela empêche d'affirmer pleinement notre personnalité. L'autre aspect qui découle de l'attachement, c'est que nous considérons les paroles des parents comme parfaites. Nous les mettons sur un piédestal. Alors,
lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur de ce piédestal ou de cette position, nous nous sentons déçus, désillusionnés. Nous les considérons comme des pourvoyeurs, mais nous ne les voyons pas comme des personnes. Et du point de vue de l'enfant, il n'a rien connu d'autre. Quelqu'un avant les parents, c'est pourquoi l'attachement de l'enfant envers le parent est si fort. Nous devons comprendre que le rôle de la vie est le suivant. Il viendra un moment où nous devrons peut-être continuer sans le parent. Alors, apprenons, développons les compétences issues de cette éducation et avançons avec elles. Toutes les compétences ne seront pas complètes. Et aujourd'hui, on voit des enfants qui blâment leurs parents pour tout, pour leur façon de penser, leur comportement, pour tous les problèmes qu'ils rencontrent. Encore une fois, il y a deux facteurs. Il y a l'éducation, mais il y a aussi la nature. Que fais-tu face à ta situation? Tu ne peux pas tout reprocher à tes parents. Comment réagis-tu au scénario, à l'environnement? Il ne fait aucun doute que les parents sont responsables de l'éducation, de l'influence, de l'environnement, et cela fait une énorme différence. Mais tu n'es pas une victime totale. Et tu réalises qu'il y a aussi d'autres personnes. Il n'existe aucun cours sur la parentalité dans le monde. Cela ne fait partie de l'éducation de personne. Donc, tout le monde est en construction. Eux aussi. Alors, quelles que soient les valeurs et les capacités qu'ils avaient, ils ont fait de leur mieux. Et c'est ça l'amour, le pardon. Accepter la nature du parent et aller de l'avant. Et ce à quoi l'enfant doit se préparer, c'est le vieillissement du parent et aussi le décès de ce dernier. J'ai vu tellement de gens se battre pendant des années, parfois une décennie, après le décès d'un parent. Je ne suis pas préparé à cette éventualité, parce que c'est une personne qui a été à vos côtés tout au long de votre vie. J'ai vu toutes les étapes et vous avez tellement des souvenirs fondamentaux, fondateurs. Mais la préparation doit se faire tôt, y compris face au vieillissement. Et à mesure que les parents deviennent dépendants, il est à nouveau important de les encourager à rester indépendants. Et si jamais nous apportons du soutien ou de l'aide, il s'agit de mettre en place des systèmes qui leur permettent de rester autonomes afin que l'enfant n'ait jamais le sentiment d'être freiné. Vous pouvez le choisir, mais cela doit venir de votre propre volonté, pas à cause de la pression sociale ou de la culpabilité parentale. Vous pouvez le choisir. C'est l'enfant, le fils ou la fille que vous souhaitez être. Alors, efforçons-nous de purifier sincèrement nos relations avec nos parents, mais veillons aussi à faire de même avec nos propres enfants. Et les questions à se poser sont où dans la relation est-ce que je pratique l'amour? Où est-ce que je pratique l'attachement? Donc, les domaines où je m'en sors bien, c'est super. Je comprends bien les principes. Les domaines où je ne m'en sors pas bien, et on peut clairement le voir à la réaction de l'autre personne. Donc, vous ressentez de la souffrance. Vous ressentez de l'agitation, du stress, de l'anxiété. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de l'attachement. Identifiez ces domaines. Et ensuite, revenez à la question de l'amour. Est-ce que j'aide l'autre personne à grandir? Ou est-ce que je la retiens? C'est le sujet d'aujourd'hui. L'amour sans attachement, parents et enfants. Nous allons maintenant prendre vos questions. Si vous avez une question, je regarderai aussi le chat. Nous avons une question d'Amina. D'accord. Et elle demande, n'avons-nous pas des contrats sacrés avec nos parents? C'est donc le sujet de discussion, Amina. Quel est ce contrat? Et il est important d'examiner ce qu'il est. Sinon, nous nous sentirons frustrés parce que nous aurons l'impression que ce contrat a été imposé par le parent ou par la société. Nous devrions donc réfléchir à notre rôle en tant qu'enfant. Quel est notre rôle en tant que parent? Et c'est, espérons-le, ce que quelques points de la discussion d'aujourd'hui nous aideront à déterminer notre rôle. Il peut aussi être utile, Amina, de partager ce que
tu considères comme ton obligation envers l'enfant et inversement ce que tu considères comme ton obligation envers le parent. Ainsi, ils peuvent aussi commencer à gérer leurs attentes. Donc, tu fais la réflexion à leur place et tu les aides à gérer leurs attentes. Ils ne s'attendent donc pas à ce que vous laissiez tout tomber à leur disposition, à leur convenance, simplement parce que vous avez des projets en cours. Nul doute qu'en cas d'urgence, ils le comprennent et si c'est le rôle que vous avez choisi, vous êtes la première personne qu'ils peuvent appeler. Très bien, si vous avez une question, levez la main. Il y a un onglet là-bas qui a une réaction. Oui, Paresh. Que se passe-t-il parfois dans la relation entre parents âgés et enfants adultes? Il y a une frontière très floue et grise entre ce qui est perçu comme un devoir et ce qui est en réalité de l'attachement. Et les deux parties, les parents âgés et les enfants adultes, n'arrivent pas à voir avec la clarté nécessaire parce que tout cela est très flou, très gris, toute cette question de ce qu'est le devoir, ce que nous pourrions peut-être en Vedanta décrire comme le dharma et l'attachement. Ainsi, vos devoirs sont donc définis par vous-même et plus précisément par votre propre intellect personnel. Si nous déterminons nos devoirs en fonction de ce que tout le monde dit, vous verrez que cela diffère d'une culture à l'autre. Cela diffère d'une personne à l'autre. Cela diffère d'un parent à l'autre. Donc le devoir, c'est selon votre propre perspective. Qu'ai-je décidé de faire en tant que fils envers mon parent? Quel genre de fils vais-je être? Combien de temps vais-je consacrer? Dans quel domaine puis-je aider? Rappelez-vous, lorsqu'il s'agit d'un parent vieillissant, cette personne est vivante. Le résultat de leurs choix, le résultat de leurs investissements, le résultat de leur mode de vie. Donc, ils traversent un mode de vie qu'ils ont façonné, qu'ils ont choisi. Ainsi, en ce qui concerne l'obligation de l'enfant envers le parent, c'est un choix volontaire. Il ne fait aucun doute que l'esprit de gratitude est important dans toute relation. Mais la façon dont cette gratitude se manifeste en termes d'exécution et d'obligation en tant que devoir doit être clairement définie par vous. En effet, c'est parce que lorsque la personne devient de plus en plus dépendante, ou bien qu'elle a fait des choix personnels qui ont fini par créer cette forte dépendance, il n'existe alors absolument plus aucune limite raisonnable pour parvenir à satisfaire pleinement cette dépendance constante. Il est donc très facile pour vous de donner plus que ce que vous aviez prévu, plus que votre capacité. Et vous constatez que les autres domaines de la vie de l'enfant ne progressent pas à cause de la quantité d'énergie et de capacité que cela demande. Donc tout ce que nous disons, Parish, c'est de le définir et de garder un sens de la proportion. Il y a certaines situations qui exigeront du temps et de la capacité. Mais ce dont nous parlons, c'est du mode de vie général ici. Donc même la maladie, nous devrions essayer de nous y préparer aussi bien du côté de l'enfant que du côté du parent. Mais garder un sens de la proportion, il y aura des moments où plus d'énergie, plus de capacité seront nécessaires et garder une marge de manœuvre pour cela. Oui, bonjour. Donc ma question ici était que ma fille a l'impression qu'elle me materne plus que je ne suis le parent. Et chaque fois que je vais lui parler, elle a l'impression que je devrais le faire moi-même, que c'est le travail d'une mère. Pourquoi me demandes-tu de le faire? Ce n'est pas mon travail, c'est celui d'un parent. Je suis fatiguée de te materner. Donc chaque jour, nous avons ce genre de discussion où je n'arrive pas à comprendre. Parce que de mon côté, je pense que je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Comment fixer les limites? Et les limites se posent en ayant une conversation avec l'enfant. Quelles sont les attentes, surtout si vous vivez ensemble? Quelles sont les attentes? Et il s'agit d'un enfant adulte. Donc, bien sûr, certaines facilités sont offertes, mais il y a aussi certains besoins.
Maintenant, demandons-nous un instant. Alors, comment contribuons-nous concrètement au bien-être de notre foyer au quotidien? Les uns pour les autres. Il y a une famille, donc quelque chose dans ce genre-là. Nabil, il y avait une famille qui a réuni ses adolescents, ils les ont fait asseoir et ont dit, bon, ceci est une réunion de famille et j'aimerais que nous réfléchissions à ce que nous aimerions apporter à cette famille. Et les enfants disent, qu'est-ce que tu veux dire apporter à cette famille? Par exemple, j'aimerais apporter un bon mode de vie, j'aimerais contribuer financièrement, c'est pour ça que je vais travailler et j'aimerais contribuer. De bonnes écoles, de belles vacances, mais je veux que chacun de nous réfléchisse à ce qu'il peut apporter et qu'on en reparle. Mais voyez-vous, rien que cette question, qu'aimerais-tu apporter au foyer? Donc, peut-être qu'à cause de notre comportement passé, nous avons créé chez l'enfant la nature ou l'attente que, quoi qu'il demande, notre rôle est de fournir. Et il n'y a jamais eu de phase, lorsqu'ils sont devenus adultes, où cela a été remis en question ou changé. Donc, la suggestion est d'avoir cette conversation et de la considérer comme un nouveau départ. Quelles sont les attentes dans la relation des deux côtés? Et voyez ce que chacun peut ou ne peut pas satisfaire. Et cette clarté pourrait aider la relation. Une question à Vania? Nous avons une question du chat. Comment gérer une personne âgée qui comprend mais culpabilise son enfant adulte pour qu'il fasse des choses de façon égoïste en utilisant la vieillesse comme excuse? Donc cette question, et c'est précisément la raison pour laquelle nous avons souhaité approfondir la thématique du vieillissement en profondeur. Parce que le parent dépendant dit à l'enfant quel est son devoir. Et dit, c'est ton devoir, parce que j'ai fait toutes ces choses pour toi. Et vous avez peut-être déjà entendu ces phrases. Moi, je les ai certainement entendues en grandissant autour des membres de la famille. Tu sais, je t'ai porté quand tu étais bébé. Regarde, je ne pouvais pas marcher. Je t'ai gardé dans mon ventre pendant 9 mois. Je ne dis pas forcément que c'est ma mère, dans le sens où elle n'a pas dit ça. Mais j'ai entendu des gens utiliser ces phrases avec leurs enfants. C'est en réalité au bon vouloir de l'enfant, vraiment selon ce qu'il souhaite, de décider s'il va se laisser victimiser. Par cette émotion de culpabilité qu'il ressent, il ne fait aucun doute que nous aimerions faire plaisir aux parents. Nous n'aimerions pas décevoir le parent. Nous aimerions naturellement faire plaisir aux parents. Mais il faut le définir. Définir jusqu'à quel niveau nous aimerions donner. En général, nous aimerions être plus charitables. Combien de charité donnes-tu? Tu as un budget pour cela. C'est la même chose que nous faisons avec nos parents. Combien de temps est-ce que je veux consacrer en termes d'appel, de disponibilité, de finances? Prévois un budget pour cela. Si le parent est assez mature pour l'accepter, s'il n'est pas émotionnel au point de dire « montre-moi ton budget ». Ah, c'est là que je me situe dans tes priorités. Tu m'as mis si bas dans la liste, alors tu ne veux pas avoir cette conversation avec eux. Mais si jamais ils sont ouverts, s'ils sont réceptifs, dis-leur « regarde, voilà sur quoi je travaille. Je suis investi dans ma carrière. Je suis investi dans ce projet. Et bien sûr, je tiens à toi. Donc, je vais te contacter une fois par semaine. On aura notre appel et on ira déjeuner ensemble. » Ainsi, le parent commence à gérer ses attentes. Le problème avec un parent qui n'a pas préparé sa vieillesse, c'est que toute son attention se porte sur son attachement, car il n'a rien d'autre qu'il ait préparé ou dans quoi il se soit investi. C'est pourquoi toute leur attention se reporte désormais entièrement sur l'enfant. Maintenant, on peut comprendre cela et faire preuve d'empathie, mais on n'a pas à se sentir coupable pour autant. Et nous n'avons pas à penser que nous devons faire plus que ce que nous avons décidé de faire. Mais le parent sera contrarié. C'est normal d'être contrarié. Tout comme lorsque vous élevez un enfant et que vous étiez l'enfant et les parents,
D'un point de vue de croissance, réalisez que ce n'est pas positif. Cela ne vous a pas apporté ce que vous vouliez. C'est la même chose. Il n'y a rien de mal à être contrarié. Vous ne cherchez pas à contrarier la personne, mais si une personne n'est pas raisonnable ou demande plus que ce que vous pouvez donner, la souffrance sera présente. C'est simplement une extension de la conversation qui avait lieu. Lorsque nous combinons pour un parent âgé la question du vieillissement, qui est un phénomène naturel, on ne peut pas l'éviter, et la maladie, ne serait-il pas vrai que les critères de beauté qu'un enfant applique seraient aussi différents selon les différentes étapes de la vieillesse? Je dis simplement que 70 à 80 ans peuvent constituer une étape. Je donne juste un chiffre pour illustrer mon propos. Chacun est différent. Mais il arrive un moment où les parents les sont totalement, ils ont vraiment aucun moyen de s'occuper d'eux-mêmes parce qu'ils sont véritablement dépendants physiquement. Alors, la définition, le critère et l'application de l'intellect ne changeraient-ils pas avec le temps qui passe? Tout dépend du contexte en soi, c'est ce que je veux dire. Je dis que, en tant qu'enfant, en venant au monde, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix en tant qu'enfant. Donc, l'obligation morale du parent ayant mis un enfant au monde, cette responsabilité existe. Dans l'autre sens, pour le parent, le vieillissement est quelque chose que l'on voit venir de loin, selon notre capacité de prévoyance. À 25 ans, on peut imaginer ce que sera la vie à 75 ans. Nous avons suffisamment d'exemples autour de nous. On peut voir ce que l'on sera à 60 ans. Donc, on projette, on anticipe, on fait preuve de prévoyance. Et on se prépare à ce scénario où l'on n'aura pas à dépendre des enfants. C'est pourquoi l'obligation n'est pas nécessairement imposée à l'enfant. Parce que vous avez la capacité de vous y préparer et d'être indépendante de l'enfant. Aussi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants. Comment font-ils pour survivre à la vieillesse? C'est donc par là que peut commencer la réflexion. Et maintenant que nous sommes âgés et que nous n'avons peut-être pas envisagé d'autres solutions, c'est difficile. Mais ce malaise est forcément dû à un manque de préparation. Je crois que le plus tragique, c'est de se sentir délaissé, négligé. Mais pourquoi instaurer cette attente dès le départ? Nous allons donc conclure ici tout le monde. Et comme vous pouvez le voir, c'est un sujet qui nous concerne tous. À partir de la semaine prochaine, nous passerons à autre chose. Nous avons une retraite la semaine prochaine, donc nous diffuserons une autre conférence. Mais après cela, nos déplacements ne tombent sur aucun dimanche. Nous continuerons donc à parler du rôle essentiel de la réflexion de l'intellect humain. Merci à tous. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine.